la première guerre, frappée à l'instigation d'Henri de Rohan, au millésime 1621 ou au millésime 1622. Pour la première guerre, 1621-22, nous avons des douzains qui ont été frappés à deux endroits. Le premier à La Rochelle. Donc La Rochelle avait la lettre particulière, donc depuis l'édit de 1540 qui crée les lettres d'atelier, la lettre d'atelier se trouve ici à la pointe de l'écu, et pour l'atelier de La Rochelle, c'est la lettre H. Donc nous avons des douzains datés de 1621 pour la première guerre, et nous avons surtout un double tournoi. Donc le double tournoi est une monnaie de cuivre, extrêmement rare, connue à 3 exemplaires actuellement, frappée en 1622. Donc ça c'est pour la première guerre, et c'est pour l'atelier de La Rochelle. Montauban n'a pas frappé alors que Montauban était aussi en sécession. Quant à l'atelier de Montpellier qui servait pendant la première guerre, nous n'avons que des douzains donc, de Montpellier datés de 1621 ou 22, car nous avons plusieurs exemplaires là qui existent, mais les chiffres sont souvent mal frappés et nous n'avons pas forcément de preuves. Je vous en montrerai tout à l'heure. Donc ça c'est pour la première série d'opérations, première guerre 1621-22. Pour la deuxième guerre, 1624, 25, 26, Droulers donne plusieurs monnaies frappées entre 24, 25 et 26, d'un côté à La Rochelle, et de l'autre côté, il en donne aussi pour l'atelier de Nîmes. Ah, l'atelier de la... Et sans oublier, bien sûr, l'atelier de Maran. Maran se trouvant juste à côté de l'île de Ré, en face de La Rochelle. Donc on va régler le problème tout de suite. Déjà, premièrement, Montpellier, on n'a aucune preuve de l'existence des monnaies. Elles sont citées d'après Ouidir. Et donc, on n'a absolument aucune monnaie aujourd'hui retrouvée pour les années 1625-26 en Languedoc. Pour l'atelier de Maran, avec les douzains, l'atelier de Maran était aux mains des papistes. Donc, il n'est absolument pas question que les protestants aillent fabriquer des monnaies, des douzains, pour les protestants. C'est une aberration et une erreur due au texte de Roy, donc l'écrivain de 1913 qui publie la première étude sur La Rochelle, qui dit que les monnaies n'auront pas le droit de circuler à Maran. Et par une mauvaise interprétation du texte, on a cru que les monnaies avaient été frappées à Maran. Nous avons donc, en 1625-26, des quarts d'écu, extrêmement rares, 2 exemplaires connus. Donc le quart d'écu, c'est une monnaie d'argent. Nous avons des douzains, et nous avons un huitième d'écu. Voilà, donc quart d'écu, pourquoi? Parce qu'il fallait 4 monnaies pour faire un écu. Huitième d'écu, donc d'où la marque 2 et 2 qui font 4. Et pour le huitième, le 5 et le 3 qui font 8. Donc chaque pièce a sa quantité correspondant à la partition de l'écu. Ces monnaies sont de bons titres et de bons poids. Ça c'est très important. Il en est de même, donc c'était la monnaie d'argent qui circulait depuis 1610. Les quarts d'écu avaient été créés par l'ordonnance de 1575 et était donc l'une des monnaies principales. Je vous ferai remarquer qu'elle ne porte en aucun cas l'effigie du roi. Nous ne trouvons l'effigie du roi à l'époque que sur les demi-francs et les quarts de francs, mais vous avez la titulature royale, qui est écrite bien sûr encore en latin, avec Ludovicus 13, alors c'est pas très visible, on le voit mieux sur notre exemplaire, DG, franc, et nav, rex, ce qui se traduit par Louis XIII, roi de France et de Navarre. Donc tout à fait logique. Et au revers, la légende, or qui peut commencer soit à 6h ou 7h en bas ici, sit nomen domini benedictum, que le nom du Seigneur soit béni, avec donc à la pointe de l'écu, la lettre H, en l'occurrence ici, pour l'atelier de La Rochelle. Et vous avez donc un écu couronné composé de 3 fleurs de lys posées en 2 et 1 héraldique, et au droit, une croix, en général aux extrémités fleuronnées. Le douzain suit le même type de présentation, avec l'écu couronné, à la place de la marque de valeur, la lettre chiffre du roi, c'est-à-dire le L de Louis XIII. Et en général, sur les exemplaires visibles, la date se trouve au droit, en fin de légende, ici. Donc ces monnaies ne sont absolument pas de fausses monnaies. En revanche, elles n'ont pas reçu d'ordre de fabrication de la Cour des monnaies. La Cour des monnaies se trouvait à Paris et c'était elle qui donnait autorisation de frapper avec les quantités, qui donnait d'abord
des lettres de provision à un graveur et à un directeur d'atelier pour faire fabriquer d'abord des coins, puis ensuite frapper des monnaies. Donc ces monnaies sont illicites parce qu'elles n'ont pas d'autorisation de frappe, mais elles sont légales car elles respectent le poids et le titre en cours dans le royaume. Sauf que pour les protestants, et malheureusement le nombre d'exemplaires fabriqués aujourd'hui survivants par rapport aux exemplaires frappés ne nous permet pas de construire des schémas mathématiques, mais nous savons que les monnaies ont un poids inférieur. Le titre est bon, il y a eu une analyse de fait, le Cardécu analysé à un titre de 920 millièmes, c'est-à-dire le titre théorique qu'avaient à l'époque les monnaies de Louis XIII, mais le poids, lui, est par contre plus léger. Donc en réalité, ça permettait aux officiers qui fabriquaient la monnaie de gagner un bénéfice sur la fabrication sur le poids du métal. En revanche, les Rochelais, les travailleurs de l'atelier, refusèrent d'abord de monnayer pour les protestants. Parce que bien sûr, la fausse monnaie était un crime, et un crime puni de la plus grave façon, puisque je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on leur faisait aux faux monnayeurs? Hein? Petite idée? Ouais, on les faisait bouillir à l'eau ou à l'huile, suivant ce que vous aviez sous la main, et qu'avant de les faire bouillir, en général, on leur coupait le coin droit. D'accord? C'était le crime le plus grave avec le régicide. Donc c'était la peine la plus infamante. Alors, ensuite, disons qu'on a un petit peu amélioré la sentence. Dans le meilleur des cas, quand c'est un noble ou quand c'est quelqu'un d'important, on le pendra. Et dans l'autre, il sera roué. On a abandonné la cuisson. Il n'y avait plus de thermocuisage. Mais néanmoins, la peine existait toujours. Il pouvait toujours être bouilli. Le dernier monnayeur bouilli date à l'époque de Louis XI. C'est pour vous dire qu'on avait quand même un petit peu changé. Mais donc, nos monnayeurs à La Rochelle vont d'abord, dans un premier temps, refuser de fabriquer, parce qu'ils savent très bien que c'est un crime contre le roi, et donc ils risquent les peines les plus graves. Et en refusant de prêter serment et de travailler pour la ville de La Rochelle, ils sont ainsi dégagés. Ils vont recevoir une provision et une obligation de produire, et donc dans ce cas-là, ils pourront toujours dire « bon d'accord, je travaillais sous la contrainte ». Donc comme ça, pouvoir se dégager en cas de sanction. Je vous rappelle que dans le cadre de la Première Guerre, donc nous l'avons, M. Travier l'avait évoqué tout à fait tout à l'heure, nous sommes revenus à un statu quo. Et il y a eu une sorte d'amnistie, c'est-à-dire que toute personne qui avait fait de la fausse monnaie a été amnistiée. Les pièces ont été immédiatement décriées, puisque le décrit est daté de 1623. On ne l'a pas pour la région de La Rochelle, mais on l'a pour la région de Montpellier. Donc les pièces fabriquées en 1621-22 n'avaient plus le droit de circulation en 1623. Donc ça veut dire très rapidement. La Deuxième Guerre commence en 1625 et va durer jusqu'en 1626, en tout cas pour les monnaies, puisque en réalité les événements sont 24-25 et le traité de paix, ou de pacification, date du début de 1626, c'est le traité de La Rochelle. Nous avons donc des monnaies qui ne sont pas frappées à Maran, mais bien à La Rochelle, en 1625-26. Pas de fabrication à Montauban. Et par contre, nous avons une fabrication à Montpellier de Douzin. À Nîmes, pardon, cette fois-ci. Excusez-moi, pas Montpellier, Nîmes. En tout cas, donné comme tel. Parce que nous verrons tout à l'heure, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que cela. Donc, les autres pièces, on a donné des pièces données en 1619 et en 1623-24 n'ont aucune preuve d'exactitude et on n'en a pas retrouvé. Donc vous les voyez apparaître dans certains ouvrages, mais normalement n'existent pas. Le monnayage le plus... Donc, Première Guerre, monnayage peu abondant fabriqué dans deux ateliers, La Rochelle, Montpellier. Deuxième Guerre, monnayage fabriqué uniquement à La Rochelle, et ce qui correspond bien à ce que nous avons vu tout à l'heure dans les événements historiques, où le Languedoc était beaucoup moins impliqué dans la guerre. Troisième guerre qui va voir le monnayage le plus important, donc on va passer sur les diapos. Donc là vous avez des millésimes 1627 et 28 pour les Douzins de La Rochelle, donc c'est là où on aura le plus grand nombre de fabrications, mais en revanche nous n'avons pas de Cardécu. Ici vous avez donc une monnaie de 1628, donc donnée à l'atelier de Nîmes, avec le petit différent de la tour. Vous voyez, et vous voyez très très bien ici la date, donc c'est un Douzin, donc Douzin avec le L couronné. Le Douzin, comme son nom l'indique, valait 12 deniers. Je vous rappelle que nous sommes dans un système duodécimal d'Ancien Régime, où une livre tournois, donc qui est l'unité monétaire, vaut 20 sous ou 240 deniers tournois. Donc,